Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 16 mai. Camille Poirot-Bertrand, agente aux communications et au développement pour l'organisme LGBT+, Baie des Chaleurs, nous parle de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, une journée mondiale célébrée le 17 mai. Nadia Minassian, préfet de la MRC du Rocher-Percé et président du regroupement des MRC de la Gaspésie, nous informe au sujet de l'enjeu du logement en Gaspésie. Régent Bastien, le maire de la ville de Passepébiac, nous informe à propos du tout premier budget participatif de la ville de Passepébiac. Dominique Lemire, chargé de projet pour nourrir notre monde, Bonaventure, et Marc-André Lompré, qui est agriculteur et propriétaire de la ferme maraîchère La Défriche, nous informe au sujet d'une formation suivie sur la taille d'arbres fruitiers. Et une dizaine d'une série de petites capsules portant sur l'assurance-emploi réalisées avec le mouvement Action Chômage PABA, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie est une journée mondiale célébrée le 17 mai de chaque année. Nous nous sommes entretenus avec Camille Poirot-Bertrand, agente aux communications et au développement pour l'organisme LGBT+, Baie des Chaleurs, pour vous en parler. Bonjour Camille. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu, c'est quoi LGBT+, Baie des Chaleurs? Oui, dans le fond, on est une association vouée à la démystification des orientations sexuelles et des orientations de genre. On est basé à Bonaventure, dans la baie des Chaleurs, et on œuvre sur tout le territoire de la baie des Chaleurs. On essaye de sensibiliser la population en général sur les enjeux et les réalités des communautés LGBT+, et on essaye de soutenir les personnes de la diversité sexuelle et de genre dans leur quotidien, dans leur milieu de travail, dans leur milieu scolaire, etc., en organisant des activités ou en faisant en offrant toutes sortes de services, en fait, pour venir épauler cette communauté-là. Alors, vous offrez aussi beaucoup d'écoute. Oui, on fait de l'écoute, on fait du référencement. En fait, il y a des gens qui nous appellent pour toutes sortes de besoins parce qu'ils ont besoin d'aide ou parce qu'ils veulent avoir accès à des ressources. Donc, nous, on fait du référencement, on les envoie vers des ressources qui peuvent les aider à régler certains enjeux ou à répondre à certaines questions. Et on offre aussi des fois des gens, des professionnels de la santé, des professionnels dans les milieux scolaires qui nous appellent pour avoir de l'aide, pour s'éduquer sur ces enjeux-là, puis pour avoir de l'information. D'accord. Puis là, le 17 mai prochain, c'est une journée spéciale. Oui, le 17 mai, en fait, à chaque année, ça revient tout le temps le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est ça, c'est une journée qui existe depuis 2004 et ça coïncide avec la journée, ça coïncide en fait avec le 17 mai 1990 où l'homosexualité a été enlevée des maladies mentales du livre DSM des maladies mentales. OK, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire de spécial dans cette journée? En fait, nous, en tant qu'association, on a envoyé un appel à tous les organismes privés, communautaires, publics de la baie des Chaleurs et tous les citoyens et citoyennes pour que tout le monde se mobilise, sorte sur l'heure du dîner et sorte en arborant en fait les couleurs du drapeau LGBT+, pour mettre ça sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une action concertée qui vise à sensibiliser la population et à créer de la visibilité et une effervescence sur ces enjeux-là et sur les conséquences que peut avoir des comportements discriminatoires envers la communauté LGBT. Pouvez-vous nous expliquer en gros, là, c'est quoi l'importance d'une telle journée? En fait, c'est de nous rappeler que les comportements homophobes, transphobes, lesbophobes, biphobes sont toujours présents dans tous nos milieux, dans les milieux de travail, dans les milieux scolaires, dans la société en général. Et c'est pour nous rappeler que ces comportements-là existent et qu'il y a des façons, en tant que citoyen, citoyenne ou organisation, de s'éduquer par rapport à ces enjeux-là et de devenir des milieux plus inclusifs pour les communautés LGBT. Parce que le but, c'est que toute personne qui s'identifie comme LGBT+, se sente inclus puis se sente en sécurité dans tous les milieux qu'il ou elle fréquente. OK. Puis LGBT+, ça inclut quoi au juste? C'est tous les gens qui font partie de la diversité sexuelle et de genre. Donc, l'acronyme LGBTQ+, c'est pour lesbienne, gay, bispirituel, qu'on appelle aussi two-spirit, et trans.
plus les personnes en questionnement et tout ça. Donc, c'est toute personne qui fait partie de la diversité sexuelle et de genre. Bien évidemment, il y en a plusieurs. On peut s'identifier de plusieurs façons. Trouvez-vous qu'il y a un bon bout de chemin qui a été fait jusqu'à maintenant? C'est sûr que si on parle mettons qu'on part de 1990 à aujourd'hui, là, oui, puisque en 1990, on enlevait l'homosexualité des maladies mentales. Donc, avant, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Donc, oui, il y a eu du chemin de fait et c'est du chemin qui est très positif. Par contre, on en a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on se mobilise pour une journée comme le 17 mai. C'est pour ça que des journées de sensibilisation et de prévention, il y en a encore aujourd'hui. Parce que je peux vous donner des exemples très concrets de cette année. En tant qu'association, on reçoit encore des appels de jeunes ou de moins jeunes qui font partie de la diversité sexuelle et de genre et qui ont besoin d'aide parce qu'ils éprouvent des difficultés dans leur milieu scolaire, dans les milieux de travail pour être inclus et être en sécurité dans ces milieux-là. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les gens qui ont besoin de plus d'informations, qui voudraient rentrer en contact avec vous, ils s'y prennent comment? Notre bureau est basé à Bonaventure, mais on a une page Facebook avec toutes nos coordonnées dessus. Donc, on est vraiment, vraiment accessible par téléphone, autrement par courriel ou seulement par Messenger, là, si ça vous fait plus. Et on est toujours disponible pour répondre à vos questions ou vous référer à d'autres organismes qui peuvent vous aider à faire face à plusieurs enjeux. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Nadia Minassian, qui est préfète de la MRC du Rocher-Percé et présidente du regroupement des MRC de la Gaspésie, au sujet de l'enjeu du logement en Gaspésie. Les regroupements des MRC de la Gaspésie ont demandé au CIRA de documenter la situation du logement locatif en Gaspésie. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette étude-là? En fait, on savait déjà qu'il y avait un enjeu du logement. Il y avait beaucoup de mythes là, qui se promenaient. On entendait sur le coût de construction, le taux d'inoccupation et tout. Alors nous, on voulait être en mesure d'avoir des bonnes données pour utiliser pour la suite du dossier. Alors, ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que c'est pas un mythe. Il y a un enjeu, une pénurie majeure du logement en Gaspésie. Si on regarde les municipalités de plus de 2500 habitants, on parle de zéro taux d'inoccupation. Alors, un taux d'inoccupation de 1 2 c'est normal et c'est sain dans une communauté parce que ça permet une certaine rotation des logements et tout ça. Là, on est à zéro. Ça veut dire qu'on a des gens qui cherchent, sont incapables de se trouver du logement et c'est vraiment rendu un enjeu majeur. L'autre chose qu'on entend, c'est que c'est beaucoup de bouche à oreille. Alors, de trouver un logement, ça se passe avec du bouche à oreille parce que c'est tellement recherché qu'ils n'ont même pas le temps d'afficher les logements qui sont déjà partis, un ami d'un ami, et ça, c'est une donnée qui parle aussi. Alors, quand on regarde, puis on se dit, bien, il n'y a personne qui cherche, ils ne cherchent pas parce qu'ils n'ont même pas besoin de se rendre à cette étape-là, que le logement est déjà parti. Une autre donnée qui était très importante, et pour nous, c'était la donnée qui nous permet de voir quelles solutions qu'on peut mettre en place, c'est on entendait beaucoup parler que les entrepreneurs, pourquoi que les gens n'investissent pas à créer du logement en Gaspésie? On dit qu'il y a une pénurie, ça devrait être intéressant pour un promoteur immobilier de se construire un logement. La donnée qui est ressortie, c'est que c'est 20 à 25 000 $ de plus par porte pour se construire un logement en Gaspésie. Ce qui veut dire que c'est tout un enjeu de rentabilité par la suite, comment on fait pour amortir ce logement-là. Et là, c'est où le regroupement des MRC, on pense qu'on a une pogne. Alors, on est en train de regarder différentes solutions à ce niveau-là. Puis c'est pour les familles aussi, c'est un gros problème. Ceux qui ont besoin de plus que 2 chambres, là, c'est un réel problème. Oui, c'est exactement. Là, on ne peut plus choisir le type de logement qu'on a besoin. On prend ce qu'il y a. Et ça, c'est majeur, c'est un problème. C'est un facteur de rétention. On sait que la Gaspésie, depuis ces dernières années, on a des soldes migratoires positifs. C'est une bonne nouvelle. Même le solde démographique général a augmenté. Ça, c'était à l'encontre de toutes les statistiques québécoises qui sont sorties depuis les 15-20 dernières années. Personne ne s'attendait à ça. Alors, cette manne-là qu'on a en Gaspésie, on doit la retenir si on veut bénéficier de cette masse critique de gens-là sur notre territoire. Et malheureusement, avec la crise du logement qu'on vit actuellement, notre facteur de rétention est un peu amoindri. Alors, on voit qu'on a des citoyens, des jeunes qui voudraient choisir de vivre en Gaspésie, qui ont de la difficulté à se trouver des logements, des citoyens qui aimeraient améliorer leurs conditions de vie, qui ne peuvent pas non plus se trouver du logement, mais aussi les nouveaux arrivants. D'ailleurs, dans cette étude-là, c'était 400 nouveaux arrivants qui avaient été sondés.
là, je parle beaucoup, là, excusez-moi, mais je veux vous dire quelque chose que je considère très important parce qu'on parle de problèmes du logement, enjeux du logement, pénurie de logement, services de garde. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est une excellente nouvelle parce que 10-15 ans passés, on était en décroissance en Gaspésie. Il n'y en avait pas de problème de logement puis de garderie. Les gens s'en allaient. Là, les gens reviennent. Il y a des emplois de créer et on est en train de gérer une croissance gaspésienne. Et ça amène son lot d'enjeux, oui. Ce qui est important, c'est qu'on voit ça comme un problème positif et qu'on trouve des solutions rapidement pour pallier à ça. Puis si on veut que la région reste vivante, bien, ça prend du monde qui revient. Exactement. Ça prend du monde qui vienne d'ici, mais ça prend aussi du nouveau monde. Oui, exactement. Alors, de venir vraiment amener une diversité de gens sur le territoire. Pendant des années de temps, c'était les emplois en Gaspésie. Il y avait vraiment une délocalisation des emplois vers les grands centres, des fermetures d'usines. On a connu des années qui étaient quand même une certaine morosité économique. Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est le télétravail qui s'en vient, la formation à distance, les emplois beaucoup plus... en R&D beaucoup plus innovants. Alors, ça donne des possibilités à des universitaires avec des emplois très précis d'être en mesure de trouver leur compte en venant en Gaspésie. Alors ça, c'est intéressant. C'est une nouvelle clientèle ou des nouveaux citoyens, des néo-gaspésiens qui arrivent. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir aussi les conditions de vie qui viennent avec. Vivre en Gaspésie, on dit, c'est pour améliorer notre condition de vie. Et ça, le logement, les services de garde, c'est extrêmement important. Dans ce cas-ci, on parlait de la question du logement parce que pour nous, c'est l'essentiel. Si on n'a pas un toit sur la tête, on ne reste pas à un endroit. Alors, c'est vraiment sur cette question-là qu'on est en train de travailler. Puis là, suite à cette étude, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, au niveau de la région, on a débloqué 1 million de dollars. Ça en prendrait encore plus, mais là, 1 million, c'est quand même un très bon départ, on trouve. Et ce million-là va venir accompagner nos municipalités, accompagner nos MRC pour mettre en place des programmes de construction de logements sur leur territoire. C'est important de le préciser ici, on ne parle pas de logement social. Ça, il y a déjà d'autres programmes qui existent pour ce type de logement-là. On parle vraiment de logement locatif régulier à l'année. Alors, une municipalité qui veut aller de l'avant avec un programme va avoir un soutien au niveau de la région. Alors, 1 million qui pourrait être, et ça pourrait se traduire une subvention à la porte, par exemple, à un promoteur pour venir combler l'écart de 20 à 25 000 $ qu'on dit qui est plus cher par porte. Ça peut permettre parfois à un promoteur de faire la différence entre la rentabilité ou non d'un projet immobilier. Alors, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on a isolé là, ce million-là pour la question du logement spécifiquement. Il y a de quoi d'important qui se passe en période estivale. Il y a des gens qui sont pris pour déménager. Moi, ça me dépasse, ça, c'était parti. Oui. Il y en a qui sont vraiment obligés de quitter leur logement ou... Exactement. Pour la période estivale. C'est un enjeu et d'ailleurs, c'est ressorti dans l'étude qu'il y a au-dessus de 13 % des gens qui ont l'obligation de quitter leur logement en période estivale parce que ces maisons-là ou ces logements-là sont utilisés pour du tourisme, mais pas juste du tourisme, c'est aussi des Gaspésiens expatriés qui reviennent pendant la période estivale. Alors, c'était un phénomène qui a toujours existé en Gaspésie, mais il est exacerbé et il devient un irritant actuellement parce qu'on est tellement en pénurie de logement. Alors oui, c'est vrai qu'on doit essayer de limiter le plus possible ce type d'hébergement-là. Ça doit rester dans un ratio où on est en contrôle de la situation. Mais actuellement, avec la pénurie de logement, ça devient un irritant majeur pour les gens parce qu'ils cherchent du logement. Ils se font dire, bien, pendant la période estivale, vous devez quitter l'emplacement parce qu'il y a un autre usage là, qui va adresser ce logement-là. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder, garder l'œil dessus pour être sûr qu'on garde le contrôle sur ce type de situation-là. Le message que nous, on veut lancer, c'est la Gaspésie est en croissance, il y a des opportunités d'investissement et on veut que les gens viennent investir chez nous avec nos entrepreneurs sur le territoire pour nous construire du logement locatif régulier, annuel, pour être en mesure de venir combler ce besoin-là. Le tout premier budget participatif de la Ville de Passepébiac est lancé. Régent-Bastien, le maire de la Ville de Passepébiac, nous en parle. Dernièrement, vous avez lancé le tout premier budget participatif. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au juste? En fait, le budget participatif, c'est pour démocratiser un petit peu l'appareil municipal. C'est sûr qu'on ne pourra jamais donner le budget dans son entièreté parce qu'on a une responsabilité en tant qu'élu de le faire, mais on voulait donner l'opportunité aux citoyens de 16 ans et plus de proposer des projets qui leur tiennent à cœur. C'est sûr que ce ne sera pas des projets grandioses parce qu'on commence, c'est la première année, c'est l'an 1 de budget participatif de la communauté.
ils vont pouvoir présenter un projet jusqu'à l'ordre de 10 000 $. Mais ça, c'est un 10 000 $ que la Ville de Passepéac va offrir, mais elle va offrir aussi un support à l'entremise de son directeur des sports et loisirs. Ça va être surtout au niveau loisirs, des projets, mais un support aussi pour monter un projet financement, même en allant chercher du financement ailleurs que seulement le 10 000 $. Donc, ça pourrait être un projet de 15 000, de 20 000, de 30 000, en autant que la personne aille chercher les argents nécessaires auprès de d'autres organisations qui, le directeur du sport et loisirs pourra aider à la personne pour monter le projet. Donc, c'est un projet qui ça va être sur une période d'1 an. Il va y avoir un vote de la population. Donc, c'est pour ça, comme on dit, on veut démocratiser vraiment. Parce que c'est sûr que la Ville, des fois, elle a des intérêts à développer pour l'ensemble de la population, mais c'est pas vrai nécessairement qu'elle détient la science infuse pour les petits projets qui est demandé par la communauté, par les jeunes, etc. Donc, on veut offrir cette opportunité-là. Et les gens vont avoir à voter pour le projet qu'ils rêvent de voir se réaliser. Et naturellement, ça, ils ont jusqu'au 11 juin pour déposer des projets. Ils vont avoir jusqu'en septembre pour être capable d'aller voter pour ces projets-là. Il va y avoir les séances publiques, etc. Puis, c'est pour réalisation en 2022. Donc, quelque chose de vraiment valant, intéressant. On a voulu commencer petit parce que, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits qui c'est beaucoup plus grand que ça. On a dit, on va commencer à mettre des bases, puis on va offrir à la population la possibilité de se prononcer, puis avec de l'argent dans les mains, à la clé. Mais y a-t-il des genres de projets que vous espérez avoir? En fait, on n'a aucune espérance à part que d'avoir des projets et en sport et loisirs. Donc, c'est un peu ça les critères, là, 16 ans et plus. Donc, ça va on veut permettre justement, comme je disais tantôt, aux citoyens, mais aussi aux plus jeunes. Parce que souvent, les plus jeunes, en bas de 18 ans, souvent, ils n'ont pas le droit au chapitre. Là, ils vont avoir la possibilité de dire, je lève la main puis j'aimerais avoir tel dossier. Mais je vous dirais que ça va prendre quand même du travail. C'est pas vrai qu'une personne va juste déposer, dire, j'ai une intention j'aimerais avoir, je sais pas moi, une patinoire, puis il n'y a rien de monté. Il va falloir qu'il monte son projet. Ça va être lui qui va être responsable. Je dis lui ou elle, la personne, là, va être responsable de monter ce dossier-là. Mais en support avec notre directeur des sports et loisirs, pour le financement, pour le montage, etc. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail qui va être fait par la personne elle-même. Okay. On veut faire lever la participation des gens. Il y a 3 personnes dans le dossier qui ont formé un comité. C'est soit le directeur des sports et loisirs, M. Christian Bouc, c'est important de le mentionner, et aussi 2 conseillères. Nos 2 conseillères, Mme Nathalie Castillo et Solange Castillo, qui s'occupent du dossier du budget participatif. C'est même une des raisons pourquoi ils se sont présentés naturellement au dernier mandat, là, parce que le mandat qu'on parle, là, en 2017. Ils voulaient avoir le budget participatif, ils voulaient faire participer les gens. Et là, c'est une des possibilités. Puis moi, d'ailleurs, j'en étais un des partisans, mais ces 2 conseillères-là, je lève mon chapeau, ils ont poussé, ils poussent encore, puis c'est les autres qui sont responsables du dossier. Donc, je suis juste un porte-parole pour le moment, puis en tant que maire. Mais c'est sûr, si vous voulez en savoir un petit peu plus, bien, vous êtes bon pour en discuter un peu avec ces 2 personnes-là. Là. Puis la 3e qui est le directeur des loisirs. Puis les gens intéressés, bien, ils s'inscrivent de quelle façon? Ils peuvent s'inscrire via Internet, par courriel, ou encore, ils pourraient le faire via papier, là, mais aujourd'hui, on est rendu à l'ère numérique. Là. Donc, je pense que ça va être pas mal numérique. Là. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'importance d'un tel projet? Bien, l'importance de ce projet-là, c'est, comme je le disais tantôt, c'est une démocratisation de l'appareil. Puis, c'est parce que les citoyens sont au cœur de leur développement. Puis on veut démontrer que, justement, ils le sont au cœur du développement. Puis pour ça, il faut qu'ils s'impliquent. Donc, on veut dynamiser le milieu. On ne veut pas que ça vienne juste d'en haut. On veut que ça vienne de la base. Puis ça devrait toujours venir de la base. Tu sais? Puis ça, bien, ça va être un petit projet qui va venir qu'à faire peut-être des plus grands projets éventuellement pour, justement, que les gens se communiquent ensemble, collaborent ensemble, font des projets ensemble, puis viennent cogner à la porte
Puis nous, on veut embarquer dans vos projets. Puis on le voit de telle façon. Donc, c'est d'impliquer les gens dans leur développement, dans leur propre développement. En créant le concept de brigade fruitière, Nourrir notre monde Bonaventure vise à accroître la valorisation d'arbres fruitières et de leurs fruits qui sont peu ou pas exploités sur le territoire. Cette action s'inscrit en continuité avec l'achat d'équipements pour la production de jus de fruits acquis l'automne dernier, visant à être partagés et utilisés par la communauté. Suite à une formation théorique suivie de façon virtuelle, la partie théorique fut organisée dernièrement dans le 3e rang à Saint-Godefroy. Dominique Lemire, chargé de projet pour Nourrir notre monde Bonaventure, et Marc-André Lompré, qui est agriculteur et arboriculteur et propriétaire de la ferme maraîchère La Défriche, nous informe à ce sujet. L'activité d'aujourd'hui, c'est une formation qu'on faisait par rapport à la taille des arbres fruitiers. En y allant spécifiquement avec les arbres fruitiers matures, on avait eu une première partie, c'était avec M. Guy Langlais, qui va être un futur résident de Saint-Siméon, un professeur à l'Institut des technologies agroalimentaires, si je ne me trompe pas, dans le domaine des arbres fruitiers. Donc, on a une petite formation en ligne de 2 fois 2 heures sur une partie théorique. Et aujourd'hui était notre journée pour faire la partie pratique. On est actuellement avec Marc-André Lompré et Christian Besnier, de la ferme La Défriche et également d'Entre-Champs et Boisés, qui sont là pour nous accompagner dans la partie pratique, d'apprendre comment faire des tailles sur des arbres fruitiers. Ici, on a un très beau champ avec plusieurs arbres fruitiers qui ont plusieurs années et qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'entretien pour maximiser un peu la production des fruits. Fait qu'on se pratique ici aujourd'hui pour réussir à former des gens à travers le concept de la brigade fruitière. Ici, on est sur un site vraiment exceptionnel qui est commun en Gaspésie, qui est un vieux verger qui n'a pas eu beaucoup d'entretien, mais qui a énormément de potentiel. Mais l'importance de la taille vient permettre un assainissement, enlever toutes les branches mortes pour laisser pénétrer la lumière, l'aération qui va éviter l'implantation de maladies puis d'insectes qui pourraient endommager l'arbre, voire jusqu'à le tuer. Puis pour favoriser une production fruitière, donc en assainissant, enlever toutes ces branches mortes, on permet à l'arbre de survivre encore des dizaines d'années, puis de donner des fruits pour approvisionner les populations locales, puis les propriétaires du terrain ici. Puis en gros, comment vous y prenez? Bien, on va déjà regarder la forme de l'arbre de l'extérieur. On va voir un peu tout ce qui est important de garder, puis ce qui est important d'enlever. On va toujours commencer avec enlever tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort, c'est important de l'enlever, ça n'a plus aucune utilité pour l'arbre, ça peut même créer des malformations puis inciter des dommages dans l'arbre. Donc, on enlève tout le bois mort, ensuite on reprend du recul, on regarde, puis là, on va faire vraiment les décisions finales. Qu'est-ce qu'on va garder cette année? Il y a une règle du pouce de toujours garder, jamais enlever plus de 25 à maximum 30 % de bois vivant. Y a-t-il encore de la place pour des nouveaux propriétaires? Oui, c'est sûr qu'au point de vue propriétaire, on va être à la recherche de propriétaires. Actuellement, j'en ai quelques-uns d'identifiés. Notre but, c'est de créer un petit peu un échange. Je suis en lien avec mon mandat avec Nourrir notre monde Bonaventure, qui est en lien aussi avec la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire. Puis on voyait un très bon potentiel au niveau de l'agroforesterie à valoriser les pommiers ou les autres espèces fruitières ou même aussi les arbres à noix, les arbustes à noix aussi. Donc c'était dans une dynamique d'échange un peu avec des propriétaires qui ont des arbres fruitiers, des fois délaissés, qui ne s'occupent pas trop parce qu'ils en ont trop, ils n'ont pas le temps, ils n'ont des fois pas la forme physique, pas la connaissance. Fait que de notre côté, notre but, c'est de voir à faire un échange avec les propriétaires. On va venir s'occuper des pommiers chez eux, les entretenir, assurer une meilleure production, une meilleure durée de vie des pommiers. Puis en échange, ça serait de partager aussi une partie de la récolte. Donc pour permettre d'un côté aux banques alimentaires, aux participants et aussi aux propriétaires d'avoir aussi accès à la récolte. Fait que des fois, à la base, on propose le concept de 1 tiers participants, 1 tiers banque alimentaire, 1 tiers propriétaire, mais on est ouvert à des discussions aussi. Puis c'est vraiment dans le côté de dire, bon, oui, il y a beaucoup de pommes qui servent pour les chevreuils, puis oui, il y a beaucoup d'arbres qui sont un peu dans le bois, puis un peu à côté des terrains qui servent aussi pour les chevreuils, mais aussi qui servent pour les humains. Puis on a l'intérêt de maximiser un peu ce potentiel fruitier-là. Puis un entretien d'un arbre peut réussir à maximiser des fois jusqu'à un tiers plus de production, même des fois genre 50 % plus de production. Si on considère que des pommiers, des fois certains, à cause de l'âge, à cause un peu, qui sont moins bien entretenus, des fois ils vont arrêter de produire une année sur 2. Fait que par un bon entretien, un rajeunissement de l'arbre, ça va permettre d'avoir une production annuelle, ça va permettre d'avoir une production de fruits qui va être plus abondante. Fait que c'est un peu l'objectif qu'on a, de mieux s'occuper de nos arbres fruitiers, puis de voir un peu aller mieux les entretenir pour qu'ils durent plus longtemps. Je trouve que c'est une super belle initiative.
Moi, étant producteur fruitier passionné de la culture fruitière depuis une vingtaine d'années, j'ai entendu parler de l'initiative. Bon, il y a plein de gens impliqués dans l'initiative qui sont des bons amis aussi. J'ai voulu participer pour aider à garder le patrimoine pommicole en Gaspésie parce que à partir des fermes de subsistance qui existent en Gaspésie, il y a un patrimoine exceptionnel des arbres fruitiers partout qui peuvent nourrir les gens localement. Puis le patrimoine aussi avec des variétés d'antan et surtout ce qu'on appelle les sauvageons, qui sont des arbres qui sont nés de semences, de pommes qui ont tombé au sol. Puis ça, il y a un nouveau patrimoine qui s'est créé, qui est unique à la Gaspésie. On voit beaucoup de pommiers un peu partout à gauche et à droite, avec des espèces qui... On peut pas vraiment savoir c'est quelle variété, parce que les espèces sont tellement vieilles ici en Gaspésie que c'est plus des cultivars qu'il y a des fois dans les centres jardins. Oui, des fois, il y en a qui s'apparentent à certains cultivars, mais il y a vraiment des arbres fruitiers qui se démarquent de ce qui se trouve dans l'industrie, puis qui ont un potentiel à les valoriser, puis même des fois, il y aurait un potentiel peut-être à moyen long terme de greffer ces arbres-là, puis de voir à les reproduire. Mais c'est certes que notre intérêt est à trouver ces arbres-là, ces petites perles rares, puis s'en occuper, puis en prendre soin, puis assurer qu'ils produisent pour 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 ans encore. Voici la 10e d'une série de petites capsules réalisées avec Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABOC Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Je suis heureuse de vous accueillir pour une 10e capsule cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle de formation. C'est-à-dire que lorsqu'on est prestataire d'assurance-emploi, d'assurance chômage et qu'on veut suivre une formation, on a des préalables, des choses à considérer, c'est-à-dire pour pouvoir faire une demande. C'est-à-dire qu'il faut en premier lieu prendre rendez-vous avec le Centre local d'emploi parce que c'est eux qui sont mandatés, c'est eux qui s'occupent de prendre en considération votre demande puis de l'acheminer à Service Canada pour déterminer si vous serez éligible ou pas à faire cette formation. Puis quand on parle de formation, ici, on ne parle pas de 3 années en technique au cégep, là, ou à l'université ou des choses comme ça. C'est vraiment des formations professionnelles. Quand on parle de menuiserie, coiffure, esthétique, des choses comme ça, comptabilité, c'est-à-dire pas comptabilité, mais je pense que c'est les techniques administratives qu'on peut faire en version professionnelle, qu'on appelle. Donc, c'est des formations qu'il faut aller voir, prendre rendez-vous avec le Centre local d'emploi, les rencontrer, leur expliquer votre intérêt et pourquoi vous voulez faire cette démarche-là pour que finalement, eux vont prendre une décision concernant votre demande. Ils vont accepter ou refuser. Et s'ils l'acceptent et tout ça, donc Service Canada, à ce moment-là, va suivre la recommandation du Centre local d'emploi. Vous allez pouvoir aller à l'école, suivre votre formation et recevoir vos prestations d'assurance-emploi. Toutefois, il faut penser que si jamais un travail vous est proposé dans les mêmes conditions ou vraiment l'emploi convenable, là, qui correspond à ce que vous faisiez avant et tout ça, le salaire et tout ça, il vous faudra choisir entre l'école et l'emploi. Puis, à ce moment-là, Service Canada préconise l'emploi. Donc, il faudra abandonner votre cours pour retourner au travail. Ça arrive pas souvent, mais ça peut vous arriver. Donc, tenez-le pour compte que ça peut arriver que Service Canada vous demande de retourner au travail. Puis, si vous refusez, bien, c'est pas compliqué, vous n'aurez plus d'assurance-emploi. Ils vont tout à fait couper votre assurance-emploi. Donc, c'est important, comme je le disais, si vous voulez faire une formation, contactez le Centre local d'emploi, puis prenez un engagement avec eux, expliquez-leur, puis eux autres vont déterminer si vous avez le droit à l'assurance-emploi, puis aller à l'école en même temps. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 16 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!